micro. Donc, bonjour à tous, je suis Julie Constantin, je suis chercheure à INRAE à Toulouse, donc le labo qui est juste à côté. Et donc, dans le cadre du projet 3C2A, on a travaillé sur la modélisation des impacts donc, de ces doubles cultures en se focalisant sur le cas du soja et du tournesol dans le sud-ouest. L'idée, c'était donc de faire des simulations de ces doubles cultures pour un climat actuel et un climat futur, pour d'une part déterminer le potentiel d'extension des doubles cultures de soja en Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, avec le changement climatique et l'augmentation des températures, quantifier la production des doubles cultures de ces deux cultures-là dans des conditions climatiques contrastées du sud-ouest de la France. Et on voulait aussi, et c'est un des avantages de la modélisation, c'est comparer l'impact de ces doubles cultures à laisser le sol nu à cette période-là, derrière une culture de vente classique, ou à des cultures intermédiaires non récoltées, type directive nitrate, SIPAN, et sur les impacts sur le drainage et la lixivation de nitrate, pour voir si ces cultures étaient finalement aussi efficaces ou pas que des cultures intermédiaires classiques non récoltées pour limiter les impacts environnementaux. Donc, on a travaillé à deux échelles. Donc, on a d'abord une échelle régionale. Vous voyez un peu des pixels là en gris. Donc, ça, c'est un maillage climatique qu'on appelle la maille safran. Donc, on a des petites mailles de 8 km par 8 km pour lesquelles on a un climat et des scénarios climatiques sur plusieurs années. Ça peut aller jusqu'à 2100 ou plus. Donc, on a travaillé sur ce maillage-là pour déterminer les aires de culture du soja. Et après, on a focalisé sur 7 sites contrastés, donc du nord au sud, et qui étaient des sites assez proches finalement des sites expérimentaux qui ont été étudiés dans le reste du projet. J'ai juste fait un petit zoom sur le climat de ces 7 sites. Donc, vous avez les données en moyenne. Je ne sais pas si vous voyez ma souris. Oui, c'est bon. Donc, par trimestre, vous avez la pluviométrie et la température. Les sites qui sont classés du nord au sud. Donc en gros, on voit que la température, quand on va vers le sud, augmente. Rien de bien nouveau là-dedans. Sachant que c'est le climat sur la période 2020-2060. Donc c'est avec les projections climatiques. Et vous avez en bleu et vert la pluviométrie. En vert, j'ai mis le troisième trimestre en vert parce que du coup, c'est plutôt celui-là qui va être la période de semis de la double culture. Et on voit qu'évidemment, c'est le plus sec. Et avec une pluviométrie selon les sites qui augmente un peu, et puis ensuite on retourne vers des sites un peu plus secs quand on est vers Hausseville et Ancrambade. Et ensuite on a mobilisé deux modèles, donc un modèle de phénologie qui s'appelle SPA et un modèle de culture plus complet mais un peu plus complexe qui s'appelle STIX. Le modèle SPA, en gros, il utilise la photopériode, la température et les caractéristiques du soja pour déterminer comment va se développer le soja et donc déterminer les différents stades du soja depuis sa date de semis et du coup prédire sa date de maturité en fonction du climat. Donc du climat qui n'inclut pas l'eau, donc sans limitation liée à l'eau. Et ensuite, on a le modèle de culture STIX, donc qui, lui, à partir des données de climat, de paramètres de culture, d'itinéraires techniques, d'irrigation, de fertilisation, etc., et de type de sol et caractéristiques de sol, va simuler le développement des cultures, la croissance en biomasse, le rendement, avec les impacts des bilans d'eau et d'azote, et donc les stress hydriques et azotés. Et donc, grâce à ce modèle, on va obtenir des données sur la production de biomasse, des volumes d'irrigation nécessaires, parce que le modèle permet aussi de faire de l'irrigation automatique en fonction du climat, et d'avoir aussi les sorties environnementales de liquidation de nitrate et de drainage. Donc, le modèle SPA, on l'a appliqué à l'échelle de la région complète sur le maillage que je viens de vous présenter juste avant, et ensuite le modèle STIX uniquement sur les 7 sites qu'on a sélectionnés. Ce qui est ce que je viens de vous dire sur cette diapo. Donc, on a testé du soja en triple 0, 1 et 2 pour la phénologie. Avec un semis au 20 juin, on a considéré 3 périodes climatiques, actuelles, futures proches et futurs lointains, donc jusqu'à 2020, 2020, 2040, 2040, 2060, avec un scénario climatique qui est le 8.5, qui est en gros le plus pessimiste. Et
vers lequel probablement on va, hein, malheureusement. Et donc dans cette approche-là, il n'y a pas d'effet de sol, il n'y a pas d'effet de la culture précédente, il n'y a pas d'effet de l'irrigation, de la fertilisation. Donc c'est vraiment juste température, photopériode. Et ensuite, sur les 7 sites avec le modèle de culture, donc là où on va plus quantifier la production et les impacts, on a testé du soja, 000, 00, 0 et 1, du tournesol. Sur un futur proche et lointain, on a un site par sol, pour précision, puisqu'on a beaucoup parlé de RU, on est sur des RU qui sont entre 100 et 200 mm selon le site, avec un précédent céréales à paille. Et on considère un scénario où on va irriguer à 65% des besoins de la double culture et un autre scénario où on est en sec et on ne fertilise jamais les cultures ni de soja ni de tournesol. Et donc là, je vais passer directement aux résultats. Donc d'abord du modèle de phénologie. Donc voilà le type de carte qu'on obtient. Donc vous avez les dates de récolte qui sont atteintes 8 années sur 10 en climat actuel avec une variété de soja 000. Donc en gros, si c'est vert, c'est qu'on peut récolter avant le 20 octobre. Et enfin voilà, plus c'est jaune, orange et rouge, et plus la récolte arrive tard. Donc on voit bien l'ère actuelle. Et si on regarde ça pour deux autres groupes de maturité, donc du groupe 1 ou du groupe 2, donc qui sont beaucoup plus tardifs, on voit que là, côté Occitanie, c'est très compliqué pour ces types-là, sauf sur le pourtour méditerranéen, mais du coup, on a des grosses problématiques d'accès à l'eau. Donc voilà, ça permet, du coup, avec ce modèle, on peut voir un peu les aires selon les groupes de maturité. Et donc là, je reprends les deux groupes de maturité extrême que je viens de vous présenter, et on a regardé dans le futur ce que ça allait donner sur la période 2020-2024, 2040, pardon, il y a une petite erreur sur la diapo. Et donc on voit déjà l'aire qui s'étend, notamment pour le 000, que ça concerne beaucoup plus la Nouvelle-Aquitaine. Et ensuite en 2040-2060, cette fois-ci, où on voit que même avec du soja groupe maturité 2, devient possible en termes de longueur de cycle dans le sud-ouest, alors que ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Donc voilà, on a ce potentiel-là qui permet de faire des sojas plus tardifs. Si on regarde maintenant ce qu'on a obtenu avec le modèle STIX, donc on a bien un avancement des dates de maturité qui sont confirmées par le modèle STIX, donc une autre approche de modélisation pour deux sites. Cette fois, j'ai pris l'exemple de Lusignan et d'Osville. Donc pour du tournesol, donc on voit bien qu'on a des dates qui deviennent de plus en plus précoces avec le changement climatique. Et si on regarde le soja, par exemple, j'ai pris l'exemple d'un 00, ben on a un peu le même effet qui est un peu plus prononcé au nord qu'au sud. Un avancement qui est un peu plus prononcé à Lusignan. Et on a vu aussi qu'on n'avait pas d'impact du stress hydrique sur la phénologie dans les simulations STIX. Donc on a, même quand on n'irrigue pas, on a quasiment les mêmes dates de maturité, ce qui a été aussi observé sur des essais Eliafen ici en expérimentation en pot. Donc, quand on regarde sur les 7 sites qu'on a étudiés avec le modèle STIX, là, je vous représente finalement pour le tournesol le pourcentage d'atteinte de la maturité au 10 octobre. Donc, en gros, ça veut dire que pour les 4 derniers sites, pour le tournesol qu'on a testé dans le modèle, 100% des années, toutes les années, on a pu récolter il est à maturité avant le 10 octobre. On voit que sur les sites du Nord, c'est un peu moins le cas, mais c'est vrai qu'on a testé une variété de tournesol qui n'est pas très précoce. Donc c'est probablement pour ça qu'on aurait peut-être des variétés plus adaptées pour les sites du Nord. Et si on a regardé pour le soja, donc du coup pour le soja, on a testé les différents groupes de maturité. On voit clairement en violet que le groupe 1, il ne passe pas du tout, hein, et on n'arrive quasiment jamais à le récolter sur les sites du Sud. Le groupe 0, il est plutôt pas mal sur les 3 sites du Sud de Castetis, Osville et Ancrambade. Et pour des sites un peu plus au nord, du coup, c'est des variétés un peu plus précoces. Et donc, dans le reste des résultats que je vais vous présenter, du coup, on a sélectionné à chaque fois la variété qui nous semblait la plus optimale, le groupe de maturité, en tout cas, le plus optimal par site, donc qui est indiqué là-haut, et avec un gradient nord-sud, hein, comme c'est attendu.
On s'est aussi intéressé que dans les simulations STIX, comme on simule l'état du sol, on a regardé finalement quelles étaient les teneurs en eau sur l'horizon de surface, donc en pourcentage sur les différents sites sur les 40 années qu'on simule. On voit déjà qu'entre les sites, on n'est pas du tout au même niveau, avec des sites qui ont des états hydriques de surface plutôt humides, donc à Aulnay, à Marsan par exemple, et d'autres sites où on a des états beaucoup plus secs en surface, du coup qui risquent de poser des problèmes pour le développement des doubles cultures, donc à Lusignan, à Castetti, Sosseville et en Crambade. On a aussi regardé les états d'azote minéral dans le sol. Bon, on voit qu'on est à des niveaux plutôt bas, avec une vingtaine de kilos pour la plupart des sites, sauf à Aulnay où on est un peu au-dessus. Mais du coup, avec ça, plus la minéralisation de l'automne, on a probablement assez d'azote pour que les cultures puissent se développer correctement, en tout cas pour des cultures qui sont peu exigeantes en azote. Et donc ici, vous avez la moyenne des biomasses aériennes qui sont obtenues par site et par culture en sec. Donc on est sans irrigation, donc on voit qu'on a une forte variabilité entre sites. Je vous présente les biomasses aériennes et pas les rendements, c'est volontaire parce qu'on a un modèle qu'on a bien testé sur la biomasse aérienne, on sait qu'il la simule bien. Le rendement, on est moins bon, beaucoup moins bon, et du coup, on est aussi moins sûr des résultats. Donc, je préférais présenter des résultats sur lesquels on avait un bon degré de confiance. Et donc, là, vous avez le résultat quand on fait de l'irrigation, du coup. Vous avez dans l'histogramme la valeur moyenne d'irrigation. Et on voit que sur le tournesol, on a quand même des meilleures productions, à part sur le site d'Aulnay, qui finalement et de Castetis, qui sont des deux sites assez humides et finalement vraiment peu de besoin en eau d'irrigation. Et par contre, sur le soja, là, l'effet, il est quand même très très net. On a un niveau de production qui est beaucoup plus fort, mais avec des niveaux d'irrigation qui sont quand même aussi entre 100 et 150 mm en moyenne par an. Et avec des contrastes entre sites, comme je disais, là j'ai pris l'exemple de deux sites, Marsan et Aulnay. Donc vous avez la production en irrigué ici. Et c'est vrai que du coup, là, si on n'irrigue pas, on se retrouve avec une biomasse moyenne qui est beaucoup, beaucoup plus faible. Et donc un gros impact tous les ans de l'irrigation. Alors que sur le site d'Aulnay, finalement, c'est une année sur 4 qu'on va avoir vraiment un impact sur la biomasse. Et le reste du temps, on gagne pas beaucoup à faire l'irrigation. Mais du coup, ça veut dire que sur certains sites, ça va pouvoir marcher sans irrigation 3 années sur 4, mais certains sites, ça a un très très gros impact d'avoir accès à l'eau, comme ça a été dit de multiples reprises, et ça ne va pas changer dans le futur a priori. Maintenant, je vais faire un petit focus plutôt sur les impacts de ces doubles cultures. Donc, j'ai représenté ici l'azote minéral du sol au 15 novembre, du coup à l'entrée d'hiver, avant la période de lixiviation. Donc, pour notre situation de référence, c'est on a laissé un sol nu derrière la céréale à paille. On a implanté une moutarde type Sipan qui est détruite au 15 novembre. Et après, on a le tournesol irrigué, le tournesol en sec, le soja irrigué et le soja en sec. C'est sur l'ensemble des sites. Et ce qu'on voit très bien, c'est qu'avec le tournesol qui sont en sec ou en irrigué, on atteint les mêmes niveaux d'azote minéral du sol qu'avec la moutarde. Donc on piège bien du nitrate, ce qui est assez attendu. Et on est un peu moins efficace avec le soja puisqu'il fait de la fixation symbiotique. Mais il y a quand même un effet qui est non négligeable par rapport à laisser le sol nu. Et en conséquence, alors d'abord sur le drainage hivernal, donc c'est le drainage sur l'hiver qui suit jusqu'au 15 avril ici. On a toujours le sol nu là et on voit que d'implanter des cultures plutôt que de laisser un sol nu, ça augmente nécessairement un peu l'évapotranspiration et du coup ça réduit un peu le drainage. Et sur la lixiviation d'azote, on a des effets aussi qui sont très intéressants, avec le tournesol qui est même dans certains cas plus efficace que la moutarde pour réduire la lixiviation d'azote. Le soja qui a un effet plus variable, mais qui a un effet aussi non négligeable et significatif pour réduire la lixiviation d'azote. Donc finalement, des doubles cultures qui sont quand même efficaces pour limiter les impacts environnementaux comparés plutôt que de laisser un sol nu ou qui ont une efficacité finalement qui est assez similaire à une culture intermédiaire qui ne serait pas récoltée.
Et ensuite, on a regardé aussi du coup en dynamique ce que ça pouvait donner sur l'azote lixivié. Donc là, c'est la moyenne de tous les sites. C'est l'azote lixivié moyen que j'ai fait en moyenne glissante sur 3 ans, parce que sinon on a une très très grosse variabilité et on ne voyait plus rien sur le graphique. Mais du coup, on a un ordonnancement. Donc le sol nu, évidemment, sous-sol nu, c'est là qu'on perd le plus d'azote. Si on fait du soja en dérobé, on réduit déjà pas mal cette quantité d'azote, presque par 2, mais pas tout à fait. Ensuite, on a la moutarde aussi qui est efficace. Et en moyenne, sur les 7 sites, c'est le tournesol qui a été le plus efficace pour réduire la lixiviation d'azote. Et ça, en fait, on l'a quand même, mais avec des différences selon les sites et des cultures plus ou moins efficaces selon les sites. On a le même ordre, par exemple, sur le site de Lusignan. Mais si on regarde le site d'Osville, c'est le soja est aussi efficace, voire plus efficace que la moutarde, et le tournesol est encore plus efficace pour réduire la lixiviation. Donc voilà, donc c'est juste pour enfoncer le clou de l'efficacité de ces doubles cultures pour limiter les impacts environnementaux. Et en plus, elles permettent aussi de stocker du carbone via le système racinaire et les chaumes qui ne sont pas exportés. Donc c'est aussi un effet positif vis-à-vis de la mitigation du changement climatique. Et donc pour conclure sur ces travaux, donc on voit bien qu'on a une confirmation de l'avancée des dates de récolte et un accroissement des possibilités d'implanter des doubles cultures dans le sud-ouest avec le changement climatique, en particulier des aires qui remontent vers le nord de la Nouvelle-Aquitaine. Mais un besoin d'irrigation dans la plupart des cas, soit pour stabiliser la production ou pour atteindre déjà des moyennes de biomasse intéressantes pour que ça puisse être rentable. Ensuite, on a des doubles cultures qui contribuent significativement à réduire la lixiviation de nitrates, des niveaux différents selon les cultures, mais après elles consomment de l'eau, donc voilà, c'est voir lequel des deux selon les enjeux aussi de gestion quantitative de l'eau selon les régions. On a aussi un intérêt de la modélisation pour compléter l'évaluation des performances qu'on a chez les agriculteurs que j'ai pas trop présenté, mais du coup on peut quantifier les impacts environnementaux et on peut aussi, grâce à ces modèles, faire de l'aide au diagnostic des causes d'échec en quantifiant notamment les stress hydriques et azotés qui ont lieu au cours de saison, et donc ça peut être un outil de diagnostic intéressant. Et pour finir, juste pour dire qu'il y a toujours des travaux qui sont en cours pour mieux simuler le rendement du soja en double culture. Je vous ai dit que je ne voulais pas présenter parce qu'il était pour l'instant pas satisfaisant. Et donc, on va essayer de tester la faisabilité, la productivité à l'échelle de la France entière cette fois-ci, et les besoins en eau associés de ces doubles cultures en essayant d'élargir encore l'aire géographique sur ce travail. Et je vous remercie. Merci Julie. Alors, on a le temps pour quelques questions peut-être, si vous en avez. Christelle. Oui, alors Christelle Carpentier, Chambre d'agriculture Haute-Garonne. Moi j'ai juste un petit commentaire. C'est super d'évaluer la biomasse, mais moi en tant qu'agricultrice, la biomasse aujourd'hui ne me rapporte rien. Ce que je veux, c'est du grain. Et le soja, par exemple, on l'a vu l'été dernier, ça peut faire une fantastique biomasse, mais si on a une restriction au 15 août, on perd 70% du rendement. Et ça, c'est des choses où on compte quand même sur vous, Institut, pour démontrer, surtout sur notre territoire, que si on n'a pas d'eau, demain, on n'aura pas de récolte et les exploitations seront plus viables. Parce qu'avec 150 mm pour du soja, on ne fait même pas 10 quintaux chez nous. Oui, on est d'accord. On essaye d'aller jusqu'au rendement. En fait, c'est compliqué. Et, voilà. Et après, il y a des essais par ailleurs qui démontrent ça. Et Philippe en parlera peut-être après, enfin voilà, des rendements en soja, mais c'est vrai qu'en modélisation c'est compliqué, qu'on y travaille parce qu'on sait qu'il faut arriver jusque-là, mais voilà, on n'y est pas encore. Et on préfère ne pas présenter des choses qui sont, voilà, Sur la dynamique de stockage du carbone, est-ce qu'on a des éléments de comparaison entre une culture dérobée type soja ou tournesol et un couvert végétal entièrement restitué au sol? Voilà, vous avez cité que, bon, c'est vrai qu'il y a tout le système racinaire et puis les tiges.
Voilà, est-ce qu'on a des éléments comparatifs? Alors, ce n'est pas dans le cadre de 3C2A, mais on a des travaux qui ont été faits par ailleurs, plutôt sur des cultures pour des cives, pour la méthanisation, du coup, où là, on exporte toute la biomasse aérienne. Et les travaux montrent que finalement, on stocke quasiment autant de carbone qu'une culture intermédiaire, parce qu'en fait, cette culture, on l'irrigue, on la fertilise, donc on fait plus de biomasse, on en exporte une partie, mais finalement, ce qui reste au sol est quasiment équivalent à une culture intermédiaire qui ne serait pas irriguée, qui ne serait pas fertilisée et qui ferait 2 tonnes hectares, voilà, si ça marche. Donc, c'est potentiellement, oui, c'est aussi efficace. Mais avec du coup des exports quand même de nutriments. Puis après, là, on compare deux choses qui ne sont pas vraiment comparables. Il faudrait peut-être comparer un couvert qu'on a irrigué, pareil que... Enfin, si on irrigue notre couvert, on peut avoir une production de biomasse qui est bien supérieure à probablement, en tout cas, retourner au sol par rapport à une... Alors, c'est sûr qu'on a moins d'intérêt à irriguer un couvert. Enfin, on n'a pas... On ne va pas dire qu'on n'a pas d'intérêt, on a moins d'intérêt parce que, en tout cas, sur le moment, on ne le voit pas. Mais... Voilà, on a l'intérêt carbone, on a l'intérêt sur les restitutions après, mais sur le moment, on voit les frais que ça fait. Mais il y en a qui se posent la question quand même d'irriguer les couverts. Il y a des agris qui se posent cette question-là. Et qui, même si... faut pas... Non, des couverts, même des couverts restitués. Ouais. Il y a des agriculteurs qui s'en posent la question. Oui, il y en a qui fertilisent et qui... Oui, il y a des agriculteurs qui irriguent et qui fertilisent des couverts qui restituent complètement et qui font 8 tonnes de biomasse et qu'ils incorporent dans le sol. Et c'est sûr que si on fait 8 tonnes de biomasse et qu'on restitue tout au sol, niveau carbone, on va plus augmenter le carbone du sol que si on en exporte une partie. Mais il y a beaucoup d'agriculteurs qui font des couverts en mode réglementaire pour la directive nitrate. Et dans ce cas-là, les biomasses atteintes sont vraiment beaucoup plus faibles. Mais c'est sûr que ça dépend de la référence. Mais en tout cas, par rapport à laisser le sol nu, il vaut mieux faire un couvert et en exporter une partie, ou faire une culture intermédiaire qui fait peu de biomasse du point de vue du carbone, je parle uniquement. Enfin, et de la lixiviation d'azote aussi. Bonjour, Eva Deschamps-Arvalis, je suis par là. J'avais une question un peu de compréhension, je n'ai pas très bien compris là, avec le drainage et la lixiviation, ce que vous preniez en compte, parce qu'on compare un couvert, j'ai compris que c'était un couvert d'été type moutarde, c'est ça, donc quelles sont un peu vos plages, parce qu'effectivement si on s'arrête au mois d'octobre, est-ce qu'on loupe pas une partie quand même de la lixiviation azotée en comparaison avec un couvert hivernal qui est en place depuis l'automne jusqu'au printemps suivant. Et la deuxième question, c'était est-ce que vous avez analysé, donc j'ai bien entendu lixiviation, tout ça, est-ce que vous avez fait un point d'étape sur la quantité d'eau qui reste à l'issue de cette succession voilà, avec culture dérobée, et est-ce qu'on peut... c'est pas possible. Est-ce que vous avez un point final entre je mets une culture dérobée et je laisse mon sol nu? Qu'est-ce que ma culture dérobée m'a pompé en termes d'eau? Qu'est-ce qui reste dans le sol finalement? Alors certes on a irrigué, mais malgré tout elle a pompé. Et donc est-ce qu'on est revenu à zéro? Est-ce qu'on a créé du déficit ou pas? Voilà. Alors sur la première question, la lixiviation, on l'évalue au 15 avril. Donc évidemment, on prend en compte tout l'hiver qui a lieu après la récolte, parce que sinon ça n'a pas de sens, puisque la majorité de la lixiviation a lieu après le 15 novembre. Donc on prend bien en compte toute la période d'interculture qui suit jusqu'au printemps suivant. Et alors pour la question de l'eau, ça dépend, c'est à quelle... la question est, c'est à quelle période? À la récolte? À la récolte. À la récolte, c'est... alors, je ne l'ai pas présenté là, et on l'a quantifié, puisqu'on a... Je vous ai montré le stock d'azote qu'on a au 15 novembre, on a aussi le stock d'eau. Alors, j'ai plus en tête exactement ce que ça fait, mais c'est sûr que ça réduit un peu la quantité d'eau. En fait, le sol met un petit peu plus de temps à se recharger pendant l'hiver du fait d'avoir eu un couvert, qu'on ait exporté ou pas. D'ailleurs, c'est le cas aussi pour les cultures intermédiaires, ça fait le même effet. Ce qu'on a montré, par contre, c'était avec des destructions à cette période-là. Au niveau du printemps suivant, là, il n'y a aucun impact sur
au semis de la culture suivante pour le stock d'eau. Bien, merci. Je vous propose de poursuivre.